Bonjour Sophie. Bonjour Alexandra. Alors, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Donc, pour certaines qui ne te connaissent pas, tu es l'auteur de ce livre absolument magnifique sur la grossesse, dont je mettrai le lien évidemment dans la description. Voilà, je ne sais pas si on peut, je pense pas qu'on puisse le lire. Donc, il s'appelle Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse, de l'importance de la vie intra-utérine, pardon, dans l'épanouissement de l'enfant, aux éditions Le Souffle d'Or. Donc c'est un livre que tu as écrit il y a quelques années maintenant. Je sais que ton travail est un petit peu plus large à présent puisque tu accompagnes les personnes qu'ils souhaitent à se relier à leur guide intérieur, à leur mission d'âme. Donc voilà, tu as un travail qui dépasse un petit peu le stade de la maternité, de la grossesse. Tu as un travail qui est principalement axé aussi sur la guérison du cœur, hein, sur la réconciliation avec tous les aspects de soi, même si bah, évidemment ça peut commencer dès la maternité, dès la grossesse justement. Alors moi je suis vraiment honorée hein, que tu sois là et je souhaitais t'interviewer parce que bah, ce livre, il m'a accompagnée durant mes deux grossesses, hein, ça fait quelques années que je l'ai. Je l'ai acheté bah, pour ma première grossesse, donc il y a 6 ans, et c'est vrai qu'il m'a vraiment touchée, quoi. Il a vraiment impacté en fait finalement l'expérience de ma grossesse. Et c'est vrai que bah, pour la première fois, tu vois, la grossesse, ça peut vraiment apparaître comme quelque chose de très magique. Alors voilà, c'est peut-être plus pour la première, même si c'était tous les cas, toutes les grossesses. Et ça me dépassait un petit peu. Donc moi, je cherchais des livres pour me renseigner, mieux comprendre un petit peu cette période un petit peu magique. Et au final, bah, je trouvais que des livres sur le médical, des livres qui vont lister toutes les complications possibles. Et tu vois, tu l'abordes bah, complètement. On rentre vraiment dans ce côté justement un petit peu transcendantal, hein, on peut le dire, de la grossesse. Et c'est assez rare finalement de lire des choses sur cet aspect de la grossesse. Donc justement, je voulais te poser une question par rapport à ça tout d'abord. Donc toi, tu parles, tu vois, de cette dimension un petit peu extraordinaire de cette période. Et ça, c'est sûrement un livre qui paraissait sûrement un petit peu hors norme il y a d'autant plus il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire? Eh bien, c'est tout simplement en fait ce que moi j'ai cherché quand j'étais enceinte et que je n'ai pas trouvé, c'est-à-dire une approche qui soit pas en effet uniquement médicale ou purement psychologique, mais qui prenne vraiment en compte les aspects émotionnels, spirituels de la grossesse avec des vraies clés aussi concrètes pour permettre eh bien, à la fois de mieux vivre sa grossesse et puis aussi pour favoriser le mieux-être de l'enfant. Je crois que c'était aussi une envie de contribuer, on va dire, à ma manière à la venue, on va dire, d'un monde meilleur en facilitant eh bien, la venue au monde des nouveaux enfants sur bah, les meilleures bases possibles. Eh ben justement, toi, tu parles de cette période intra-utérine, donc au bébé, quand bébé est encore dans le ventre de sa maman, et tu expliques finalement à quel point bah, cette période est importante, hein, à quel point elle peut impacter l'équilibre affectif de l'enfant, et voire même la qualité de la relation avec ses parents. Ça, c'est quelque chose, toi, qu'on entend rarement, c'est quelque chose dont on se rend pas toujours compte. En fait, on s'imagine pas que bah, cette période où bébé est encore dans le ventre, où il n'est pas encore né, peut véritablement impacter l'enfant. Alors, comment est-ce que tu t'en es rendu compte justement? Mais en fait, je m'en suis rendu compte tout simplement quand, en tant que thérapeute, quand je donnais à l'époque encore des séances individuelles, en fait, j'accompagnais des personnes et que je demandais donc à leur inconscient et à ce que j'appelle aujourd'hui leur guide intérieur, hein, leur sagesse la plus profonde, de remonter à la source de la problématique avec, pour laquelle ces personnes étaient venues, eh bien, j'ai été extrêmement étonnée de me rendre compte du nombre de fois où la personne retournait spontanément dans le ventre de sa mère. Et c'est comme ça que Mmh. je me suis rendu compte que beaucoup de nos sentiments de non-reconnaissance, parfois même d'injustice, de solitude ou de difficultés relationnelles, en fait, prenaient leur source dans notre expérience intra-utérine. C'est vraiment à partir de là que je me suis dit, mais en fait, voilà, il faudrait commencer par le commencement et puis aider les mères à mieux vivre leur grossesse. Ouais.
Et justement, alors tu mentionnes beaucoup de conseils, tu as d'ailleurs tout un chapitre hein, sur l'équilibre émotionnel de la maman, et parce qu'on se rend compte justement que bah, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son bébé. Alors, ça serait très long hein, de mentionner tous tes conseils, mais à travers tous tes accompagnements de maman et puis de couple, hein, bien évidemment, quels seraient finalement le ou peut-être les conseils les plus importants pour prendre soin de soi durant sa grossesse, ceux qui vraiment, toi, dans tes expériences de thérapeute, ont eu bah, le plus d'impact sur les futures mamans? Oui, alors ça serait peut-être déjà s'autoriser à prendre soin de soi, comme tu l'as dit, sans culpabiliser. Parce que souvent, Mhm. et nous beaucoup les femmes, on est un peu tournées vers les autres, et puis sans arrêt vraiment à courir à droite, à gauche, etc. Et on peut avoir l'impression que c'est égoïste ou qu'on ne s'autorise pas en fait à ralentir. Et ça serait vraiment déjà l'importance de s'autoriser à ralentir. Là encore, je peux vraiment parler de toutes les expériences des personnes que j'ai guidées dans des revêcus de naissance. Et c'est vrai que très souvent, j'ai entendu oh ben, ma mère, elle ne m'écoute pas parce qu'elle court tout le temps, ça m'épuise. Et, et c'est sûr qu'on a beaucoup à faire, hein, souvent en tant que femme. Mais ça peut être ne serait-ce que un, deux moments dans la journée, prendre une profonde respiration, s'autoriser à se Mhm. poser, à souffler, à ralentir. Et puis, le, le deuxième conseil, le plus important pour moi, c'est porter notre regard sur ce qui peut être pour nous, ce qui est pour nous, et pour chacune d'entre nous, ça peut être différent, hein, source d'appréciation, de joie, de gratitude. Parce que déjà, immédiatement, ça va faire relever notre niveau d'énergie et de bien-être. C'est aussi une des façons les plus puissantes de transmettre concrètement à notre enfant en fait, des hormones de bien-être et le fait que bah, la vie sur Terre, elle peut être belle et, et de se concentrer vraiment sur les petites choses de la vie quotidienne, c'est-à-dire apprécier un bon repas, la caresse d'un rayon de soleil ou un moment partagé avec quelqu'un que l'on aime, ou tout simplement un bon livre ou un bon film, et simplement avec ce regard de voir la beauté de la nature, voir en fait, l'appréciation et, et ça va influencer directement, là encore, notre bien-être et celui du bébé à naître. Ouais. Et puis, quand je parlais également des outils concrets, c'est aussi un des plus puissants que j'ai trouvé, c'est la méditation. Alors ça peut être rapide, hein, ça peut être quelques minutes. Bon, quand j'étais enceinte, moi j'ai eu vraiment l'élan bah, d'orienter davantage mes méditations sur le bébé et sur ce que je pouvais faire aussi pour faciliter ma relation avec mon bébé et puis lui transmettre des messages importants, des messages positifs pour lui. Donc voilà, c'est pour ça. Alors à l'époque, c'est vrai qu'il existait très peu de méditation vraiment pour les femmes enceintes et c'est pour ça que j'ai conçu les miennes, hein, que j'ai retranscrit dans mon livre et puis j'en ai aussi fait un CD qui maintenant existe en version MP3 avec une musique spéciale composée pour faciliter le processus. Mais aujourd'hui, bon, je crois qu'il en existe de plus en plus. Et bon, après, chacun peut y trouver ce qui lui convient. Il y en a qui veulent juste de la relaxation. Et, et moi, à l'époque, c'était surtout des méditations axées sur la relaxation qu'il y avait. Alors que ce que je voulais, moi, c'était juste enfin plutôt comment transmettre aussi justement des messages positifs à notre bébé et lui transmettre concrètement la qualité d'amour, d'attention dont il a besoin. Donc c'est plus là-dessus que j'ai orienté mon travail. Mais voilà, c'est à chacun de chacune ce qui lui trouve et de trouver ce qui lui convient et de remarquer ce qui fonctionne en fait pour nous, hein, ce qui nous fait le plus de bien et s'autoriser à se l'accorder. Ouais. Ouais, non, mais c'est très vrai. Et puis, tu vois, c'est vrai que tout mon travail, moi, repose sur l'accompagnement des femmes, justement, pour qu'elles vivent une grossesse plus en forme et plus sereine, grâce au yoga et la méditation. Donc, voilà, je te rejoins tout à fait, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte vraiment, à travers mes propres expériences, tout d'abord, et celles des femmes que j'accompagne,
de l'impact énorme hein, de la relaxation ou de la méditation guidée. Alors, donc là, on a parlé de l'équilibre émotionnel de la maman, prendre soin de soi. Maintenant, je voudrais te parler d'un autre aspect qui a une place très importante hein, dans ton livre, c'est la communication d'âme à âme. Et alors ça, c'est quelque chose dont on entend assez peu parler. Et moi, ça m'a beaucoup touchée personnellement parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Alors surtout pour ma première grossesse. C'était à travers la méditation, à travers des rêves beaucoup. Je me suis connectée en fait à mon bébé, mais avant même de tomber enceinte, tu vois? C'est arrivé, quelques jours avant de tomber enceinte. Alors je l'ai pas vu, il était flou, mais je l'ai entendu, tu vois? J'ai ressenti des choses très, très fortes, des émotions très puissantes et donc, ma question, c'est justement pour les femmes qui souhaiteraient, se connecter, à leur bébé, donc pas seulement prendre soin d'elles, mais peut-être aller un petit peu plus loin, approfondir leur relation avec leur bébé. Quels conseils pourrais-tu leur donner pour celles qui veulent essayer de rentrer en contact avec leur bébé? Alors, la première chose, hein, c'est d'abord d'être dans la conscience que le bébé que l'on va accueillir, c'est pas juste et uniquement un petit corps ou un être qui va, entre guillemets, nous appartenir, hein, comme on pourrait posséder un objet, mais une âme qui existe dans l'univers et dont notre rôle en fait c'est de l'accueillir. Donc c'est d'abord commencer par être dans cette conscience que au-delà du corps il y a une âme qui nous dépasse et donc il est possible d'avoir cette communication d'âme à âme parce que ça fait partie en fait des capacités enfouies que nous avons toutes. Hein. Et, euh, et donc concrètement, ça va être déjà d'en poser l'intention, mais je dirais sans attente ni exigence, c'est-à-dire simplement de se prendre le temps de se poser. Ça peut être d'émettre vraiment comme un faisceau de notre cœur, comme un jaillissement en fait d'énergie de notre cœur, de se relier en fait à l'amour qu'on a pour notre bébé et, et de lui simplement envoyer notre intention qu'on est là pour l'accompagner et que s'il le souhaite, eh bien, on serait très heureux d'avoir cette communication d'âme à âme avec lui. Et en sachant que cette communication d'âme à âme, eh ben, très souvent, on ne va pas l'entendre comme ben là, je peux t'entendre Alexandra, hein, ou comme on peut entendre notre conjoint ou nos amis. Ça va être souvent beaucoup plus subtil, c'est-à-dire que ça va passer par des sensations, et c'est souvent d'ailleurs le premier, je veux dire, la façon la plus fréquente hein, euh, de, de percevoir cette communication, ça peut être par le biais de notre propre sensation intérieure, ça peut venir par le biais d'inspiration, d'intuition, parfois de mots qui nous viennent ou de rêves. Voilà, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont raconté aussi que par l'intermédiaire de leurs rêves, elles avaient reçu des messages très impactants, parfois très rassurants quand elles étaient inquiètes de leur enfant. Et certaines m'ont même raconté qu'elles avaient vu le visage de leur bébé avant qu'il ne naisse et que quand leur bébé était né, en fait, elles s'étaient rendues compte que c'était le visage qu'elles avaient vu. J'ai même une amie qui m'a raconté que elle avait été en contact comme ça avec l'âme de, son, de son bébé, alors qu'il lui avait même dit, alors c'était assez drôle, parce qu'un jour elle lui a même dit, bah, maintenant voilà, il est temps que tu te prépares, elle lui avait donné la date où elle allait naître, et donc cette amie ne l'avait pas cru parce que toutes ses grossesses précédentes, en fait, elle avait toujours accouché après terme, et là, la date, en fait, que lui donnait cet enfant, c'était 3 semaines avant la naissance. Donc elle s'était dit non, non, ça doit être mon mental parce que c'est pas possible, moi j'accouche toujours après terme. Et puis finalement la petite voix lui a dit ben, tu verras. Et puis un jour, donc elle avait rendez-vous à la maternité pour un examen en fait, de contrôle avant, 3 semaines avant la naissance. Et une amie lui dit ah, tu vas à la maternité, tu as préparé ton sac. Puis elle lui répond ah, non, non, je vais pas préparer mon sac, moi de toute façon j'accouche toujours après terme. Et puis en fait, à la maternité, ce jour-là, elle tombe sur un interne qui était un peu inexpérimenté, qui lui positionne de façon assez brutale le spéculum, et ce qui déclenche une rupture de la poche des os. Et en fait, ce qui l'amène à accoucher quelques heures après.
sans avoir même eu le temps Ah de ouais, préparer son sac, comme la petite voix lui avait conseillé. Euh, d'accord. voilà, donc c'est... Mais en tout cas, pour revenir en tout cas à des conseils un peu concrets que je peux donner aussi, c'est, tu vois, un des outils que je conseille aussi dans mon livre, c'est tout simplement de projeter un puissant faisceau de lumière de notre cœur vers notre utérus, hein, et comme Mhm. un passage, hein, un passage lumineux qui va faciliter le contact entre, et la reliance, hein, en fait, entre notre cœur et notre ventre et notre utérus, et puis toute cette communication subtile. Mhm. Donc au final, pour ces femmes qui voudraient communiquer avec leur bébé, Oui, c'est alors, surtout de la le- visualisation, c'est oui, surtout de la méditation, c'est bah, ça? c'est les méditations dont je parlais tout à l'heure, hein. Ouais. Voilà, c'est les méditations. Donc, je veux dire, on peut le faire soi-même, on peut le faire en étant guidé. Voilà, puisqu'aujourd'hui, donc, il y a des méditations guidées qui existent pour faciliter cela. Parce que c'est Mhm. sûr que ça demande quand même, je dirais, de ralentir le mental et puis une disponibilité intérieure pour pouvoir aussi Mhm. ne pas projeter, comme je l'ai dit, bah, nos attentes et pouvoir être à l'écoute en fait de soi et donc de l'âme du bébé. Mhm. Mhm, bien sûr. Et alors, bon, il y a certaines femmes qui souhaitent le faire, tu vois, pour être plus proche de leur bébé. Pour d'autres, ça peut peut-être aussi répondre, tu vois, à des périodes plus difficiles. Alors même si on sait que le stress impacte le développement de son bébé de plusieurs façons, hein, j'ai écrit plusieurs articles d'ailleurs à ce sujet dans mon blog. Dans les faits, bah, il est assez difficile hein, de se prémunir complètement de toutes les inquiétudes et du stress, bah, encore plus, tu vois, avec les hormones pendant la grossesse. Bah voilà, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et en 9 mois, il peut se passer plein de choses au niveau pro, au niveau perso. Enfin voilà, c'est pas toujours rose. Alors, est-ce que cette communication d'âme à âme avec son bébé, est-ce que ça peut être aussi utile dans ces cas-là? Tu vois, est-ce que ça peut nous aider bah, dans ces moments pour faire en sorte que bah, ça n'atteigne pas le bébé? Oui. Et quelle approche nous conseilles-tu dans ces cas-là? Tu vois, comment est-ce qu'on peut se connecter à lui bah, pour faire en sorte que Mm. notre stress l'affecte le moins possible? Oui. Bah, c'est d'abord en lui parlant, c'est-à-dire en étant dans la conscience que même si le bébé il va pas comprendre, je veux dire intellectuellement, hein, forcément le sens des paroles, il va en percevoir l'énergie, la charge affective et ce qu'on lui transmet à travers ça. Et ça, c'est vraiment important parce que comme tu l'as dit, des moments stressants, on en traverse toutes et bien sûr on aimerait toutes vivre une grossesse un peu complètement sereine, etc. Soyons, je dirais, honnêtes et réalistes. Là, bon, en général, il y a toujours plus ou moins hein, des moments difficiles, stressants au cours d'une grossesse. Et donc ça va être d'abord de poser des mots en le rassurant. Hein. Là encore, je me souviens d'une ancienne patiente qui vivait vraiment beaucoup de stress à son travail pendant sa grossesse. Et bien quand elle rentrait Mm. chez elle, elle prenait juste parfois une Ouais. minute, 2 minutes pour se poser, respirer, hein, toucher son ventre et puis dire à son bébé, écoute, voilà, c'est vrai que c'est difficile à mon travail, mais ça n'a rien à voir avec toi. Et puis t'inquiète pas, ben, pour nous deux, tout ira bien. Et puis Mhm. parfois, il y a des situations qui sont plus difficiles, hein, c'est-à-dire des moments où on va traverser des ruptures, des deuils, voilà. Et, et là encore, ça peut être tout simplement de dire à ton bébé, ben ok, là c'est vrai, tu vois, je traverse un moment très difficile, mais là encore, ça n'a rien à voir avec toi. Et puis tu verras, ben, on pourra s'en sortir, et puis plus tard, ben, la vie pourra être belle pour tous les deux. Et c'est une façon de transmettre à son bébé que oui, bah, les moments difficiles, ça existe dans la vie, parce que bah, lui aussi, il en traversera, hein, on en traverse tous, mais que c'est possible de le traverser. Et c'est aussi les bases hein, de ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience. Euh, je me souviens de Edith, hein, aussi, pareil, une ancienne patiente dont la grossesse avait été extrêmement difficile parce que elle était elle-même née sous X et qu'elle n'avait jamais accepté d'être abandonnée. Et bien sûr, la grossesse, ça peut faire remonter beaucoup de choses hein, de notre propre histoire. Et donc, quand elle a été enceinte, ben, tout ça est remonté.
et elle s'est sentie extrêmement mal. Enfin, elle était bourrée de peur, d'angoisse. Enfin, elle vivait littéralement sa grossesse comme un véritable calvaire. S'imaginer que l'accouchement, ce serait vraiment la pire chose du monde. Et donc elle était complètement anémiée. Donc son médecin lui a prescrit des piqûres de fer. Ouais. Elle a fait une allergie aux piqûres. Donc elle avait tout le temps mal au ventre. Enfin bon, c'était une horreur. Et puis à 6 mois de grossesse, en fait, il y a eu un arrêt total de la croissance fœtale, c'est-à-dire que son bébé a arrêté de grandir. Donc à partir de là, ça a été le branle-bas de combat en fait médical, hein. Mais malgré tout ce que pouvaient faire les médecins, ben, il n'y avait toujours aucun signe de croissance, c'est-à-dire que pendant un mois, il n'y a eu aucun signe de croissance. Et puis au bout d'un mois, eh bien, Edith, pour la première fois, s'est décidée à parler à son bébé. Et il lui a dit, écoute, c'est vrai, voilà, je suis complètement stressée, mais sache que malgré tout, eh bien, j'ai vraiment envie que tu sois là et que quand tu seras là, bah, tu seras le bienvenu et que tu auras ta place dans notre famille. Et elle m'a raconté, elle m'a dit, mais c'était la première fois que j'ai parlé à mon Mm. bébé et ça a été juste miraculeux parce que à partir de là, eh bien, la croissance est repartie. Et puis, elle a Ouais. finalement accouché donc à 8 mois et demi, hein, d'une petite fille, Anna, qui pesait 2,5 kg à la naissance, qui, les premiers jours après son accouchement, en fait, elle n'a pas perdu de poids, ce qui est rare pour les bébés. Et ensuite, elle a poursuivi une croissance normale. Et surtout, elle me racontait que par la suite, eh bien, elle s'est rendue compte que sa fille avait non seulement un cœur d'or, mais comme si elle avait développé un peu une force hors du commun et une capacité d'empathie. Par exemple, elle me disait qu'à l'âge de 3 ans, eh ben, sa fille, elle savait déjà trouver les mots justes pour réconforter quelqu'un qui en avait besoin. Donc elle avait vraiment aussi puisé dans ces épreuves de la grossesse, et en sachant que malgré tout, bien, elle avait été aimée et accueillie, la force dont elle a eu besoin pour continuer de grandir et puis surmonter les obstacles. Et Edith, elle, eh ben, elle s'est rendue compte que en s'autorisant cela, eh bien, ça a été aussi une guérison qu'elle s'est offerte à son propre enfant intérieur, c'est-à-dire que en s'autorisant à accueillir l'enfant comme elle-même n'avait pas pu être accueillie, eh bien, c'était aussi une guérison qu'elle avait pu s'offrir à elle-même. Mm. Et là, c'était vraiment un soutien par la pensée, Oui, quoi, par l'esprit. C'était, enfin, je dirais, elle l'accompagne par l'esprit et c'est ça qui a soutenu le bébé, ce oui, oui, qui parce que lui a ce que aidé à trouver m'a de la dit force. Edith aussi à ce moment-là, c'est qu'à partir de là, en fait, eh bien, et ça c'est vraiment très important, elle a arrêté de nourrir la spirale de pensées négatives qui l'animait constamment. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte en fait de l'impact de ces pensées négatives sur son enfant. Et alors bon, des pensées négatives, là encore, on en a toutes, hein, mais ce qui est préjudiciable, hein, c'est pas d'en avoir de temps en temps, parce que bon, bien sûr, ça nous arrive, mais c'est de les nourrir constamment. Et Edith m'a raconté qu'à partir de ce moment-là, donc, vraiment consciemment, elle a arrêté de se répéter, enfin de nourrir en boucle, hein, toutes les pensées d'angoisse qu'elle pouvait nourrir auparavant. Mm. Et quand elle parlait à son bébé, ça se fait par la pensée. Tu parlais un petit peu du toucher. Est-ce que tu trouves que c'est mieux d'associer justement le Oui, toucher à la pensée? alors c'est vraiment ce que j'ai pu constater. C'est que c'est toujours plus puissant d'associer le toucher à la parole, parce que là il y a vraiment comme deux canaux qui se rejoignent. Il y a une communication en fait à différents niveaux, hein, et que c'est en effet toujours plus puissant quand on touche, par exemple, donc son ventre, en même temps que l'on parle ou que l'on pense à son bébé. Ok, on s'en souviendra. Alors, je voulais aussi te parler des papas ou de la partenaire, hein, de la future maman, bien sûr. Donc, ce livre s'adresse surtout aux mamans, à ce qui se passe dans leur ventre, hein, et c'est peut-être aussi d'ailleurs plus facile pour elles d'établir un lien avec leur enfant. Mais tu mentionnes quand même les papas, ou en tout cas les conjoints, notamment dans une rubrique sur l'autonomie, donc le lien par le toucher.
Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de partenaires qui veulent s'impliquer, hein, dans la grossesse de leur conjointe et c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, pour eux ou elles parce que, bah, ils sont un petit peu plus en retrait, c'est un petit peu plus difficile de participer à ça peut-être. Comment selon toi, peuvent-ils mieux prendre part à cette grossesse? Comment peuvent-ils en fait mieux se lier à leur bébé in utero et au final, bah, accompagner, leur conjointe un petit peu mieux? Alors, je vais être assez claire hein, et peut-être aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues, mais le principal travail, entre guillemets, si on peut parler de travail, hein, en tout cas des principaux rôles plutôt du père pendant la grossesse, c'est pas de prendre soin du bébé, c'est prendre soin de sa compagne. Mmh. Parce que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il va pouvoir avoir le plus d'impact sur son bébé, puisque, comme on en a vu, c'est d'abord lié en fait au bien-être de la mère. Donc, il ne s'agit pas de tomber, je veux dire, dans tous les caprices de femmes enceintes, hein, mais c'est pour les pères d'être dans la conscience que c'est vraiment leur principal rôle pendant la grossesse, c'est de prendre soin de la mère, hein, de leur compagne. Et pour les mères, c'est vrai que très souvent, quand je leur demandais, par exemple, quand elles étaient enceintes, mais de quoi vous avez le plus besoin, eh bien, elles me disaient, ben, c'est du soutien de mon Mmh. compagnon. Et je leur demandais, mais ce soutien, comment vous aimeriez qu'il vous l'exprime? Parce que pour certaines, et ça va être encore différent suivant chacune, certains ça va être par des paroles, d'autres plus par le toucher, d'autres par des actions. Donc, et même quand c'est par exemple par des paroles, je leur disais, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent plus précisément? Ou si c'est par le toucher, où est-ce que vous aimeriez qu'ils vous touchent? Avec quelle pression? Ou est-ce que c'est juste vous prendre dans les bras, etc. Et qu'elles puissent le dire, le formuler à leurs compagnons, parce que souvent, il y a les pères, je parle bien sûr de ceux qui sont impliqués, hein, en fait, ils ont envie de se rendre utiles, mais ils ne savent pas comment, ou ils peuvent le faire de façon maladroite. Et souvent, en fait, les femmes, en fait, elles savent mieux exprimer ce qu'elles ne veulent pas plutôt que ce qu'elles veulent. Hein. Donc vraiment, moi, je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à comment vous aimeriez concrètement et précisément que votre compagnon prenne soin de vous. Et puis, voilà, lui dire, là encore, sans que ça soit des Mmh. exigences, mais lui donner des pistes, Mmh. ça peut beaucoup l'aider. Après, moi, je me souviens, pour l'anecdote, ma mère m'a raconté que quand elle était enceinte, donc elle travaillait, elle avait 3 heures de transport par jour, enfin, elle avait 1 heure et demie aller, 1 heure et demie euh, retour en fait à prendre le métro, le RER, le train pour faire le trajet donc entre son travail et son domicile. Et en plus que pendant l'hiver il faisait extrêmement froid, ça a été un hiver vraiment très très froid, que leur appartement était froid et que eh bien le soir avant qu'elle se mette au lit, mon père allait repasser, mettre le fer à repasser sur les draps, sur ses draps en fait avant qu'elle se couche pour qu'elle puisse se coucher au chaud. Bon, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui fassent ça aujourd'hui, mais voilà, ça m'a touchée sur ben, voilà, la qualité d'attention simplement qu'on peut offrir à sa compagne Ouais. enceinte. Donc effectivement, ça vaut pour la grossesse et puis pour l'accouchement, je veux dire le fait de soutenir sa compagne à travers le toucher, à travers des massages. Voilà, j'imagine que c'est Oui, valable durant les 9 mois et bah, le jour de la naissance. oui. Voilà, exactement. Et là encore, comme je disais, y compris pendant l'accouchement, que la future maman puisse dire avant à son compagnon, voilà comment j'aimerais que tu m'aides. Moi, je sais que les massages, ça m'a toujours fait enfin, beaucoup de bien. Donc, voilà, je lui demandais bah, de me masser les épaules pendant que j'étais en train d'accoucher. Voilà, Mm. des choses comme ça. Oui, et puis bah ça c'est vrai que c'est sûrement mieux d'en parler avant parce que c'est vrai que le jour J,
entre voilà, la douleur des contractions, entre voilà, si on est à l'hôpital, ça peut assez vite être compliqué. Alors, bon, c'est vrai que je ne sais pas si on peut tellement forcément se rendre compte hein, de ce dont on a besoin ou envie le jour J en amont, mais c'est vrai que si on peut y penser, si on peut en Oui, discuter, bon, bah, c'est sûrement, ça peut sûrement aider, voilà. quoi. Oui. Et puis, comme je disais, c'est très rassurant pour les pères parce que souvent, eux, ils ont envie de faire des choses pour être utiles, mais ils savent pas quoi. Et voilà, c'est rassurant pour eux de savoir, voilà, qu'est-ce que concrètement, comment je peux Mm. m'y prendre Ouais, bien sûr, bien sûr. sans tomber à côté. Mm. Et justement, donc par rapport à l'accouchement, donc il y a certaines mamans qui souhaitent se connecter à leur bébé durant la naissance aussi, hein, le soutenir, tu vois, dans ce voyage. Est-ce que à nouveau ça passe par la pensée, par la connexion à travers l'esprit et le cœur? Est-ce que tu as d'autres conseils que tu pourrais donner à ces mamans pour accueillir finalement leur bébé au mieux le jour J? Alors, quand c'est possible, hein, s'il n'y a pas de Mhm, problème médical majeur, bien sûr, c'est de patienter un peu avant la rupture, la coupure plutôt du cordon ombilical et simplement de laisser l'enfant reposer sur soi, sur son mhm, ventre. Et, et puis, en lui parlant, alors après, ça peut être bah, déjà de le féliciter pour tout l'effort qu'il vient de faire. En fait, on dit que le travail, que l'énergie en fait que mobilise un enfant au moment de sa naissance, en tout cas quand il naît naturellement, hein, c'est en termes d'effort physique un des plus gros efforts physiques qu'il aura à fournir de toute sa vie. Et là encore, je me souviens tu vois, dans des revêtus de naissance que j'ai pu accompagner, tu vois, des personnes qui m'ont dit, enfin je me souviens d'une d'entre elles qui me disait, ben, dis donc, c'était vraiment quel boulot j'ai dû fournir, c'était vraiment quel boulot pour être accueilli aussi brutalement. Ou il y en a qui m'ont dit, ben, vraiment, j'aurais voulu être félicité un peu plus parce que c'était dur, hein, c'était tendu, c'était contracté. Voilà, moi, je me suis démenée pour pouvoir venir et voilà comment je suis accueillie. Ça s'agite de tous les côtés, c'est trop bruyant, j'ai juste besoin de plus de mhm. calme. Donc, quand c'est possible, hein, au niveau médical, c'est juste prendre le temps ben, de garder son enfant sur soi, sur son ventre, lui souhaiter la bienvenue. Là encore, je me souviens aussi d'un revécu de naissance où je, j'avais souhaité la bienvenue à la personne et c'était un homme et qui m'avait dit mais ça m'a fait tellement de bien quand tu m'as dit ça parce que moi quand je suis venue au monde personne m'a souhaité la bienvenue. Et, et c'est ça l'essentiel. Voilà, c'est de faire sentir à l'enfant qu'il est le bienvenu et qu'il est le bienvenu dans tout ce Mm. qu'il est, hein, comme il est. Et C'est très voilà. beau, ouais. Merci. Ouais, et écoute, j'ai une dernière question moi, qui est liée à la précédente, qui est liée à la spiritualité. Donc ton travail, en fait, maintenant a un champ plus large, hein, comme je le mentionnais au tout début de cette vidéo, de cette interview, puisque maintenant bah, tu aides les personnes qui le souhaitent à cheminer donc sur la voie de la spiritualité, qui à se relier à leur guide. Donc tu accompagnes des personnes voilà, sur un chemin spirituel dans un spectre un petit peu plus large hein, depuis 20 ans. Ce travail finalement, tu vois, là, de se connecter à quelque chose qui nous dépasse, on se rend compte que ça peut démarrer bah, dès la grossesse, tu vois, quand on commence à se connecter à ce petit être, tu vois, on se rend compte que finalement, on peut se relier d'âme à âme, et puis ça dépasse un petit peu, tu vois, nos sens physiques. Est-ce que ça peut devenir finalement comme une forme d'initiation, tu vois? Est-ce que tu penses que la maternité, ça peut être finalement comme un déclencheur, tu vois, une période qui va nous aider à développer nos capacités à se connecter à nous-mêmes ou à nos guides hein, d'ailleurs. Alors absolument, parce que pendant la grossesse, Mm, en fait, c'est une période où souvent on est plus mm, sensible, plus réceptive, hein, où je dirais le cerveau gauche tient un peu moins de place et le cerveau droit, qui est le cerveau justement de notre réceptivité, de notre capacité à nous connecter, hein, prend plus d'importance. Où on peut se sentir plus à l'écoute justement de soi, comme j'en ai parlé, ralentir davantage. Et tout ça, ça va être des éléments qui vont faciliter la connexion à ce que j'appelle notre guide intérieur, hein, qui est notre soi supérieur, la partie la plus aimante, la plus sage de nous, hein, cet aspect euh, de notre âme en lien avec notre existence présente. Et puis nos guides de lumière
Et donc la maternité, pour moi, peut être un moment en effet privilégié pour cela. Ouais, super. Écoute, c'est bon à savoir. Et puis c'est vrai que après, les personnes qui veulent s'intéresser à ce développement spirituel ont plein d'outils pour le faire, hein. Toi-même, d'ailleurs, tu proposes, je sais, des vidéos, des programmes. Je remettrai d'ailleurs, hein, le lien dans la description pour celles que ça intéresse. Voilà, bah, déjà pour celles qui sont enfin, sur mon site, hein, Mm. sereliasonguide.com, déjà sur la page d'accueil, j'offre ma 4 vidéos pour se relier à son guide intérieur, hein, donc notre propre guidance intérieure. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement précieux, enfin, pendant sa grossesse et pendant toute notre vie, pour justement pouvoir faire les bons choix, enfin, en tout cas les meilleurs choix pour nous, à partir de notre propre guidance intérieure. Ouais, et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire avant la grossesse, pendant, après. Enfin, Oui. j'imagine qu'il n'y a aucune contre-indication. Ah oui, oui, au contraire. Mm, super. Ouais, très bien. Écoute, merci Sophie, merci pour ton temps, pour ta présence, merci pour tes précieux conseils, pour ton sourire. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Je te dis à très bientôt et ben, au revoir Sophie. Merci Alexandra.